dépôt mercredi en Algérie du dossier de candidature de Azzedine Mihoubi, le patron du Rassemblement national démocratique, parti proche de Bouteflika, est donc partant pour la course à la présidentielle du 12 décembre. La région de Minembwe, dans l'est de la RDC, est le théâtre des violences intercommunautaires depuis plusieurs semaines. La mission des Nations Unies au Congo a indiqué mercredi avoir renforcé sa présence. Le groupe Total est assigné en justice par 6 ONG dans la gestion d'un projet pétrolier en Ouganda. Les plaignants dénoncent ses impacts sur les habitants et la biodiversité. Ainsi se présentent les grands axes de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La région de Minembwe, dans l'est de la République démocratique du Congo, est le théâtre des violences intercommunautaires depuis plusieurs semaines déjà. La mission des Nations Unies au Congo a indiqué mercredi avoir renforcé la présence des casques bleus. Reportage. La MONUSCO a renforcé sa présence à Minembwe, dans l'est de la RDC, par le déploiement des troupes. Il existe désormais une base statique et des bases temporaires pour assurer la protection par projection des populations civiles. Située dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, la cité de Minembwe est la scène de violence depuis le mois de mai, après la mort d'un notable de la communauté locale rwandophone, tué par des membres d'une communauté rivale. Du 1er au 7 octobre, 4 incidents ont été enregistrés avec un bilan de 17 civils tués, dont 8 enfants et 4 femmes. La semaine suivante, 2 civils ont été tués au cours de 8 incidents. La MONUSCO se dit préoccupée par la situation. Début septembre, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de paix, s'était rendu à Minembwe et avait plaidé en faveur de la prévention et de résolution des conflits intercommunautaires. En Guinée, des centaines de femmes opposées à un 3e mandat du président guinéen Alpha Condé ont défilé à Conakry. C'était au lendemain de la condamnation des principaux initiateurs des manifestations qui agitent le pays depuis une semaine et qui ont déjà fait une dizaine de morts. Environ 400 femmes ont entamé en fin de matinée une marche à Conakry, à l'esplanade du stade du 28 septembre. Majoritairement vêtues de blanc, les manifestantes scandaient des slogans hostiles au pouvoir d'Alpha Condé. Cette marche intervient au lendemain de la condamnation des principaux initiateurs des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution qui agitent la Guinée depuis une semaine et qui ont fait une dizaine de morts. Le FNDC, dont se réclament les manifestantes, a appelé à manifester et à paralyser l'économie à partir du 14 octobre pour faire obstacle à un éventuel 3e mandat du président Condé en 2020. À la suite de cet appel, Conakry et plusieurs villes guinéennes ont été la proie la semaine dernière de violents heurts. Au moins 8 manifestants, 10 selon l'opposition, et un gendarme ont été tués, des dizaines d'autres blessés. Abdourahmane Sano, coordonnateur de cette alliance de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, a été condamné mardi à 1 an de prison ferme et 4 autres responsables à 6 mois ferme. Aucune sortie de crise ne pointe à l'horizon. Le FNDC a annoncé une nouvelle grande marche pacifique jeudi pour faire échouer le projet prêté au président Condé de briguer sa propre succession en 2020 et de changer à cette fin la Constitution qui l'empêche de concourir à un 3e mandat. Le président russe accueille des dizaines de dirigeants africains au premier sommet Russie-Afrique. Moscou cherche à accroître son influence sur un continent où l'Occident et la Chine se disputent le titre de favori. Abiy Ahmed était à l'honneur à l'occasion. Symbole du regain d'intérêt russe pour le continent africain, le premier sommet Russie-Afrique s'est ouvert mercredi dans la station balnéaire de Sochi. Au programme du sommet, 2 jours de discussion sur des thèmes allant des technologies nucléaires au service du développement de l'Afrique, aux minerais africains, au profit des peuples d'Afrique. Mais aussi la réplique des forums sur la coopération sino-africaine qui ont permis à Pékin de devenir le premier partenaire du continent.
Le président russe Vladimir Poutine a rencontré, entre autres, son homologue éthiopien Abiy Ahmed, récemment prix Nobel. Le volume des échanges commerciaux entre la Russie et l'Éthiopie est trop faible et bien sûr, il ne mérite ni la Russie ni l'Éthiopie. Nous devons et nous ferons certainement beaucoup plus à ce sujet. Je tiens à remercier le gouvernement de la Russie d'avoir toujours été aux côtés de l'Éthiopie lorsqu'elle a dû défendre son indépendance et sa souveraineté. Nous reconnaissons la Russie comme un partenaire clé de notre développement et l'Éthiopie souhaite renforcer encore cette coopération. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a demandé à l'occasion mercredi à Vladimir Poutine de renforcer l'aide militaire russe à la Centrafrique via notamment des livraisons d'armes plus lourdes. Nous croyons que les partenaires russes nous livreront aussi des moyens létaux au-delà de 14,5 ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules de combat d'infanterie, des mortiers et d'autres artilleries permettant la montée en puissance de nos forces de défense. Devant plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements africains, le président russe a lancé la rencontre avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui préside l'Union africaine. Dépôt mercredi en Algérie du dossier de candidature de Azdine Bioubi, le patron du Rassemblement national démocratique, est donc partant pour la course à la présidentielle du 12 décembre. Il est proche de Abdelaziz Bouteflika, le président déchu. Reportage. Le parti de l'ex-alliance soutenant le président Abdelaziz Bouteflika s'est lancé dans la conquête de la magistrature suprême. Azzedine Bioubi est le premier candidat à déposer sa candidature à ce scrutin, massivement rejeté dans la rue par le Hirak, le mouvement inédit de contestation du régime né le 22 février. L'homme a été ministre de la Culture de 3 gouvernements successifs de la présidence Bouteflika. Comme le veut la loi, il s'est présenté en personne au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections, créée pour garantir la transparence du scrutin. Les observateurs s'attendent à une participation très faible à la présidentielle du 12 décembre. Depuis la démission en avril du président Bouteflika, le Hirak ne faiblit pas et réclame le remplacement de l'ensemble du système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962 par des institutions de transition. Mais cette solution a été écartée par les autorités. Chaque semaine, les manifestants expriment leur refus que les figures du régime Bouteflika, encore au pouvoir, organisent la présidentielle devant désigner son successeur. Un précédent scrutin prévu le 4 juillet pour clore la période constitutionnelle d'intérim a dû être annulé faute de candidats. En Tunisie, le nouveau président de la République, Kaïs Saïed, a prêté serment ce mercredi devant les élus de l'Assemblée constituante et les hauts représentants de l'État. Le nouveau chef de l'État s'est ensuite rendu au palais présidentiel de Carthage. Il succède ainsi au président par intérim Mohamed Nasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet dernier du président Bédi Caïd. Et celles-ci, les images. Lors de sa prestation de serment devant le Parlement, Kaïs Saïed a remercié tous les Tunisiens aux 4 coins du monde qui ont voté pour lui et ceux qui ont aussi voté librement pour son adversaire, l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Le nouveau président de la Tunisie a annoncé à cette occasion ses priorités, notamment le respect de la loi, l'égalité entre tous les Tunisiens et le renforcement des droits des femmes. Selon le nouveau président, les Tunisiens ont besoin d'un nouveau rapport de confiance avec les politiciens et ceux qui gouvernent. Que tout le monde soit en sécurité, il n'y a pas de place pour n'importe quelle activité en dehors du cadre de la loi. Que tout le monde soit en sécurité. La liberté que le peuple a chèrement payée pour l'atteindre et l'exercer dans le cadre légal, personne ne pourra lui retirer. Au niveau international, Kaïs Saïed a notamment insisté sur le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne. C'est une position contre la colonisation et contre le racisme.
Et il est temps pour toute l'humanité de mettre fin à cette injustice. Après avoir prêté serment, Kais Saïed s'est dirigé vers le palais présidentiel de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis, où il a pris ses fonctions. Le nouveau chef de l'État aura désormais une semaine pour charger le parti Ennahda, vainqueur des élections législatives, de former un gouvernement. Le groupe Total, assigné en justice par 6 ONG dans la gestion d'un projet pétrolier en Ouganda, les plaignants dénoncent ses impacts sur les habitants, mais aussi la biodiversité. Reportage. Il s'agit, selon les 6 ONG ayant signé la plainte contre le groupe pétrolier Total, de la première action en justice basée sur la loi relative au devoir de vigilance des multinationales. 2 ONG françaises et 4 ougandaises ont assigné l'entreprise en procédure d'urgence devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Une audience a été fixée au 8 janvier. Opérateur du projet Tilanga en Ouganda, aux côtés des compagnies chinoises et britanniques Senook et Tullow, Total prévoit de forer 419 puits, pour la plupart situés dans un parc naturel. L'objectif est d'atteindre une production d'environ 200 000 barils par jour. Les impacts désastreux du projet de Total se font déjà cruellement sentir sur les milliers de personnes dont les terrains et maisons sont accaparés pour la biodiversité exceptionnelle de cette région d'Ouganda. Le projet concerné par cette procédure vise à exploiter les réserves ougandaises du bassin de lac Albert, découvertes en 2006 et évaluées à plus de 1,5 milliard de barils. On a enquêté sur le terrain avec nos partenaires ougandais. On a pu documenter le fait qu'il y a déjà des violations aux droits humains qui ont lieu, avec l'expulsion de communautés sans leur donner une compensation préalable et juste. Et surtout, ce qu'on veut prévenir, c'est que ces violations continuent, parce que le projet ne fait que commencer. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui pourraient être touchées, notamment par la construction de cet oléoduc géant qui va aller jusqu'en Tanzanie. Total va arriver avec son armée d'avocats, nous on en a 3, donc il va falloir faire le point. On appelle les citoyens à nous soutenir. Il y a déjà 10 000 personnes qui ont signé sur le site totalautribunal.org pour soutenir cette action en justice. Et on espère que malgré toute cette armée d'avocats, la justice saura lire cette nouvelle loi. C'est un vrai enjeu parce que les juges n'ont jamais utilisé cette loi, donc il va falloir voir comment elle sera interprétée. La décision d'investissement finale devrait être prise d'ici à fin 2019, mais l'annulation d'une transaction pourrait repousser cette échéance. Et c'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme des SICA. À très bientôt.